Tout d'abord, je voudrais lancer mes propres remerciements aux organisateurs du forum, l'Institut français et tous ses partenaires locaux et d'ailleurs. Et on m'a signalé qu'on est un peu en retard. J'ai essayé de couper quelques fragments déjà, mais je m'excuse pour commencer direct. La modernisation à travers l'architecture prend un nouvel essor après la Première Guerre mondiale, pas seulement en Roumanie, comme partout, mais en Roumanie, il y a le nouveau contexte de ce qu'on appelle la Grande Roumanie. À la suite d'une série de traités internationaux, la Roumanie englobe plusieurs régions qui ne lui appartenaient pas avant, et en conséquence, elle voit doubler son territoire ainsi que sa population, même plus s'il s'agit du territoire. La période est difficile à caractériser. Du point de vue politique, il y a une instabilité continuelle qui se manifeste par la succession rapide de plusieurs gouvernements démocratiques, libéraux et conservatoires avant 1938. Et la période, elle est aussi une période de croissance économique, même une croissance spectaculaire un peu dans les années 30, quoique visiblement affectée par les changements des marchés internationaux auxquels l'économie de la Roumanie s'était branchée assez rapidement. Encore peut-on regarder l'entre-deux-guerres comme une importante période de réformes qui ont mené, selon quelques historiens, à aboutir à l'unification politique, économique et administrative de la Grande Roumanie. En gros, on discute... Alors, on commente la disparition des grandes propriétés foncières, la consolidation de la position économique de la bourgeoisie, l'importance accrue donnée aux paysans et aux nouvelles classes ouvrières, industrialisation, démocratisation, ainsi de suite. Et dans le plan de l'architecture, ces réformes se sont avérées des importants vecteurs de transformation qui se sont traduits dans plusieurs types de réalisations dans le bâti. Entre ceux-ci, il y a ce que j'ai appelé les façades de la modernité les plus visibles, mais elles sont visibles puisque centrales dans l'espace de la ville, dans leur placement dans la ville, et visibles dans l'historiographie, pas seulement l'historiographie récente, mais c'était les enfants gâtés, disons, de l'historiographie de la période. Alors, je vais passer un par un discuter brièvement ces façades. Le processus de la construction et après la consolidation administrative et politique du nouveau royaume va de pair avec la question de la représentation symbolique de l'autorité et débute en prolongeant les formes du style national, invention de la fin du 19e et début du 20e, que Carmen Popescu explique comme elle-même moderne, puisque montrant l'émancipation de l'architecture et des architectes par rapport au modèle de l'Europe de l'Ouest. Dominant les années 20, on perçoit dans la décennie suivante une évolution de cette architecture vers les formes modernes liées à plusieurs agents, l'architecte, le client et le programme, qui interfèrent et évoluent d'une manière parfois difficile à géométriser. La Banque nationale, par exemple, procède à fortifier son image suite à la réforme monétaire de 1921 en érigeant des bâtiments de facture classique pour tourner ensuite vers le style national, mais aussi des locaux d'une architecture plus épurée d'ornement vers la fin des années 30. Des évolutions similaires se remarquent dans le cas de plusieurs bâtiments publics, des ministères, des musées, des lycées, des administrations financières, des bureaux de poste. Par opposition et aussi comme situation exceptionnelle, des bâtiments médicaux s'avèrent dès le début plus réceptifs au visage du modernisme en relation avec des intérêts professionnels des architectes, mais surtout car les thèmes de l'hygiène, de la santé physique se conjuguent bien avec les nouveaux modèles européens. La modernisation générale du bâti correspond le deuxième point, la deuxième face, disons, de cette modernité. Alors, cette modernisation du bâti correspond à la densification de la ville existante et se réalise par ces deux véhicules les plus importants. Le programme de l'habitation particulière et celui de l'immeuble. Le premier décrit surtout les manières individuelles de donner forme
à une nouvelle densité de l'habitation urbaine, à sa nouvelle prestance requise, tout en suivant l'évolution du goût et les préférences des clients de l'époque. Ce qui fait un paysage un peu ahurissant, vu la période courte dans laquelle tout se passe. L'immeuble, comme immeuble de rapport ou logement de service, représente un terrain fertile pour continuer la délibération professionnelle sur la question du logement collectif pour des nouvelles catégories sociales, surtout les fonctionnaires publics, et s'avère en même temps un terrain fertile pour exercer la conception de l'appartement, du logement même, dans une culture du bâti récemment et dans une certaine manière incomplètement détachée de l'idéal du logement individuel, de la maison. Dans les années 30, le projet le plus visible de cette véritable campagne de densification est certainement celui du boulevard Brătianu, actuellement Magheru. Une percée planifiée avant la Première Guerre pour lier le nord au sud de la ville. Les immeubles qui longent le boulevard se dressent un par un dans une ample campagne de construction qui s'accélère vers la fin de la décennie avant la Deuxième Guerre mondiale. Ici est la place où on construise le nouveau centre de la ville dans un cadre urbain qui permet et encourage une croissance de densité du point de vue de l'occupation du sol ainsi que du point de vue de l'augmentation de la hauteur des bâtiments. Le long du boulevard, on trouvera les immeubles les plus représentatifs du modernisme de l'entre-deux-guerres qui soutiennent ensemble l'image compacte et radicalement nouvelle de la ville moderne de Bucarest, qui malheureusement n'est plus celle qu'on voit dans les images de l'époque que vous voyez là. En parallèle, la construction de ces immeubles témoigne de la diffusion des idées et des formes du modernisme, de l'adhésion d'un nombre croissant des architectes, ainsi que de leur acceptation par une plus grande partie de la société. Surtout que parmi ces bâtiments, il y a peu, ou sinon aucun bâtiment qui appartient à l'État même. Troisième phase. À cette densification du centre correspond aussi l'extension de la surface de la ville, plutôt la réflexion sur l'extension de la surface de la ville. Ceci est visible dans la succession des plans de systématisation, des réglementations, des plans directeurs de la période. En parallèle, l'affirmation et la maturation de la discipline de l'urbanisme scientifique par les contributions de Cincinnați Sfințescu parmi d'autres entraînent des nouvelles problématiques. Limiter l'extension de la ville, prévoir des surfaces et des ceintures vertes, établir des classes de construction avec des caractéristiques plus précises, toutes ces préoccupations conduisent vers une nouvelle culture de la réglementation urbaine plus rigoureuse, plus raisonnée, plus nuancée en même temps. Par opposition à cette croissance de la ville qui la transforme rapidement, l'architecture est appelée aussi à concevoir les formes qui encadrent le temps libre de la population, surtout celui de la population plus aisée. Retour dans la nature, dans les domaines, mais aussi les bâtiments des nouvelles stations touristiques. Ici aussi, les années 30 emmènent des changements formels auxquels je vais revenir vers la fin de mon propos pour discuter une des situations que je considère un peu exceptionnelles, qui enflamment l'imagination et le talent de plusieurs architectes de la période. Après 1989 surtout, toutes ces transformations, toutes ces faces, une par une, réapparaissent en tant que sujet des recherches. Au début, dans des écrits qui exaltaient les réalisations peut-être un peu trop, mais ensuite arrivant à configurer un tableau de plus en plus convaincant. Sans négliger les mérites qui sont exceptionnels de la plupart de ces ouvrages, ils partagent deux particularités. Premièrement, par les découpages qu'elles opèrent, plusieurs de ces recherches ont alimenté, peut-être sans le vouloir, la prolongation d'un débat formel qui avait mis en tension une importante partie de la critique de l'entre-deux-guerres, suspendue entre les valeurs traditionnelles et celles du progrès, et transmis dans la forme de l'architecture, dans l'image de ces bâtiments. Et deuxièmement, la plupart de ces recherches se sont concentrées sur les faces de l'architecture de l'entre-deux-guerres les plus visibles de Bucarest ou depuis Bucarest. Ceci aussi est explicable, c'est pas inexplicable de toute façon, c'est grâce à l'accessibilité plus immédiate des archives, c'est grâce au fait que la ville capitale a beaucoup grandi, beaucoup plus que des autres
ville de l'époque. Alors la concentration d'un patrimoine qui date de cette époque est beaucoup plus vaste à Bucarest. Et surtout, ça s'explique à cause du fait que Bucarest a représenté un important centre d'irradiation de la pratique architecturale, mais aussi des idées et des théories, ainsi que des politiques publiques exercées à travers l'architecture. Cette image d'ensemble polarisée entre les deux styles et centrée sur la ville de Bucarest mérite, je le crois, d'autres découpages, ne serait-ce que pour lancer des sujets de réflexion qui peuvent servir de point commun, même aux collègues présents à ce forum. Ainsi, je vais emprunter la notion de fragment à une des recherches qui a tracé le contour à tracer une image équilibrée et plus complexe de la période. C'est une paire de publications et expositions titrée L'espace de la modernité roumaine et discontinuité, fragments de la modernité roumaine dans la première moitié du XXe siècle, toujours doué à Carmen Popescu. Alors, j'emprunterai cette notion de fragment pour présenter des fragments, d'autres fragments, qui justifie la recherche d'autres dimensions de l'architecture et de l'histoire de l'architecture de l'entre-deux-guerres, des images parfois cachées derrière les façades qu'on a déjà appréciées. Ces fragments ne tenteront pas d'aboutir à une perspective ni totale ni finale. Leur rôle sera plutôt d'ouvrir des thèmes de réflexion que j'espère communes, et je compte sur vous de les entendre dans ce sens-là. Alors, la modernisation urbaine, la face cachée de la dimension urbaine plutôt, ça porte sur l'urbanité spécifique qui naît là où la modernisation du tissu urbain mineur croise surtout celle du logement, en dehors des grands boulevards et de leurs alentours, comme le cas de Brătianu qu'on vient de voir. La croissance de la densité est un phénomène qui caractérise l'ensemble de la partie centrale de la ville. J'avoue que je parle cette fois-ci toujours de Bucarest. Les deux manières de l'accomplir, cette densification, l'amplification de la hauteur et l'occupation de l'intérieur des îlots, ont participé chacune à sa façon au remplacement progressif du bâti préexistant, mais pas entièrement, ce qui rend les choses encore plus complexes et plus intéressantes. Les initiatives déroulées pour la plupart en dehors des feux de la rampe, dans les endroits sans exposition publique significative, ces réalisations moins connues ou moins étudiées témoignent parfois d'une cohérence urbaine remarquable. Ces points de concentration de la ville font preuve de la versatilité des formules locales des habitations modernes et se montrent sensibles, réactives au conditionnement du parcellaire préexistant, dans lequel elles arrivent à introduire des nouvelles polarités. Cette densification que j'ai nommée secondaire, moins spectaculaire que celle du vrai centre, s'appuie sur la plasticité du mode de vie interprété dans les déformations du plan du logement dit moderne, qui arrive à s'inscrire dans des géométries les plus exiguës. Dans cette perspective, on peut considérer que derrière les façades de la modernisation de la ville se cachent les processus sur lesquels se fonde le thème même du logement et les vecteurs qui lui ont déterminé l'évolution tout au long de cette période. En ce qui concerne la dimension sociale de l'architecture à cette période, surtout après le propos sur Vienne, il faut observer que les protagonistes du modernisme en Roumanie, je dirais à Bucarest, mais bon, ne partagent pas les préoccupations ou les valeurs politiques de leurs confrères allemands, suisses, français ou soviétiques, ou enfin de quelques-uns de leurs confrères. Les plus notables des réalisations de la période, et aussi les plus visibles dans les récits de l'histoire professionnelle, sont financés, utilisés et appréciés par les élites des temps et les architectes favorisés, engagés dans la pratique libérale pour leur clientèle aisée. Néanmoins, du point de vue de la planification urbaine, la réalisation des logements sociaux est prévue comme extension vers la périphérie de la ville, avec des constructions basses liées au terrain, liées à la cour, qu'on considère aussi pour son rôle économique.
suivis par d'autres professionnels de la période, ces directions stratégiques se traduisent dans de nombreuses opérations urbaines, ainsi que dans la construction de plusieurs ensembles. Pour cela, on a mis en place plusieurs institutions. Dans la période de la Société communale pour la construction de l'habitation bon marché, il y a eu d'autres réalisations financées par les grands établissements de l'État, comme les chemins de fer, la Banque nationale, enfin d'autres. Dans l'analyse critique de ces développements qu'ils font, Irina Kalot et Andrei Vojna signalent la disparité de ces mécanismes par rapport aux besoins réels de la société dans la période même. Et ils ne sont pas les seuls apparemment à le signaler. Au début de la période, la situation de l'industrialisation ne réclame pas encore les mesures, c'est-à-dire dans les années 20, au début des années 20. La situation ne réclame pas encore des mesures qui visent explicitement la classe ouvrière, puisque ça n'existait pas, ou pas dans un grand nombre. Ainsi, les projets se fondent surtout sur le souci de garantir des conditions salubres pour la future croissance des villes. Au fur et à mesure que le besoin de telle politique sociale apparaît et même devient acquis, les mécanismes du financement arrivent à favoriser plutôt les strates moyennes de la société et deviennent inaccessibles pour les groupes sociaux qui en avaient vraiment besoin, ce qui est bizarre. Dans le cadre de ces politiques sociales qui appellent des projets d'urbanisme et d'architecture, on peut dire aussi que beaucoup des réalisations de l'époque ont été éclipsées pendant une longue période derrière les belles façades du centre-ville qu'on vient de voir. Et c'est récemment que des chercheurs très jeunes adressent ce sujet. La dimension rurale, la réflexion professionnelle sur les conditions du village prend elle aussi plusieurs formes, pas toujours facile à amener à une image synthétique. D'un côté, du point de vue de l'architecture, on observe la réappréciation esthétique d'une certaine simplicité de la demeure traditionnelle, conduisant à une multitude de projets de maisons rurales type. De l'autre côté, le discours de l'urbanisme présente des études et des projets de systématisation des villages et des dessins de nouvelles communes. Dans ce cas, le thème des préoccupations est centré sur la définition d'une nouvelle centralité par la planification des nouveaux équipements, assez étrange dans le contexte culturel du rural roumain de la période, des équipements qui cherchent justement à introduire les éléments de la civilisation urbaine dans le paysage du village et dans le paysage social du village aussi. Dans ce cadre, pour une fois de plus, la problématique de la systématisation des villages se place derrière les écrans du développement des grandes villes et surtout de la ville capitale, même si ces préoccupations représentent un des filons de continuité de l'entre-deux-guerres avec les périodes d'avant la Première Guerre mondiale et la transformation du rural qui va suivre après la Seconde Guerre. Finalement, la dimension territoriale, l'architecture qui se fait dans les différentes régions du pays, les nouvelles régions du pays, demande une approche plus nuancée. On n'y aura pas le temps maintenant, mais bon, quelques lignes quand même. C'est un sujet compliqué surtout car les nouvelles régions de la Grande Roumanie étaient extrêmement différentes du point de vue culturel, social, aussi du point de vue de leur culture administrative. Dernièrement, mais tout aussi important, ces régions sont différentes du point de vue du degré d'urbanisation, ce qui fait que l'effort de l'unification du pays est des accents déséquilibrés qui manquent une explication complète. Pour les territoires de l'ancien empire de l'Autriche-Hongrie, qui eux-mêmes ne sont pas pareils l'un à l'autre, ce qui sort en évidence premièrement sont les programmes de construction des églises orthodoxes. Elles occupent souvent des positions très visibles dans la ville, dans les espaces urbains préexistants ou d'autres spécialement conçus pour mettre en valeur d'une manière symbolique le nouveau programme monumental. La première réalisation
La cathédrale du couronnement de Alba Iulia est sans doute un projet auquel on prête une importance historique exceptionnelle. Son rôle est celui d'abriter la cérémonie du couronnement des rois de la Contremanie, les rois de toutes les régions, le 15 octobre 1922. Pour cela, le dessin de la cathédrale se laisse diriger par les précédents connus en tant qu'église fondée par les anciens princes du Moyen-Âge, en empruntant le type spatial de l'église princière de Târgoviște, en empruntant, disons, des précédents clés pour l'image qu'il voulait présenter. Même sans tel prétexte symbolique, de telles églises sont érigées dans plusieurs villes importantes de ces régions, Timișoara, Arad, Deva, Sighișoara, mais pas seulement dans les villes. Il y en a plusieurs, mais la liste c'est un peu ennuyante, on commence comme ça, mais aussi dans les villes moyennes et dans les villages. Pour les églises, autant que pour les bâtiments publics administratifs, la pratique d'organiser des concours d'architecture devient règle. Les concours avaient été aussi la solution pour laquelle la Société des architectes roumains avait milité. Elle considère que la majorité des nouveaux bâtiments dans tout le pays devraient être conçus comme projets singuliers. Mais en parlant de la Société des architectes roumains, une chose curieuse, en 1933, le registre régional pour la Transylvanie de la Sarre ne compte aucun architecte par rapport au nombre total des membres qui est de 340. Ceci ne veut pas dire que les architectes n'existaient pas, non plus que les architectes étaient partis. Ce que ça montre est que la plupart des architectes actifs dans cette région étaient hongrois, juifs, allemands et autres nationalités. Malgré une politique protectionniste de la part de la Sarre, ceux-ci pouvaient continuer de pratiquer leur profession, je dirais même à cause de la politique de la Sarre. Et aussi, ils pouvaient prendre part dans les concours publics organisés, s'ils étaient membres inscrits ou pas. Mais ce que ça montre aussi, c'est leur réticence de s'inscrire dans un corps professionnel nouveau que l'on perçoit comme étranger, peut-être même imposé, l'image que l'irradiation de la forte autorité centrale émanant de Bucarest n'aide surtout pas. Dans le pire des cas, ces réactions indiquent le manque de la confiance dans la Sarre et dans ses politiques, y compris dans l'impartialité des jurys, voire même la contestation de l'autorité de la Sarre en entier, dans un contexte qui voit aussi une forte politisation des campagnes de construction de la part de l'opinion publique. Et je cite d'un journal de Cluj, d'une des villes du pays, un fragment qui est paru à l'occasion du concours pour le bâtiment que vous voyez, qui est le palais de la Chambre du commerce 1931, finalement attribué à Ion Anton Popescu. Le journal dit: les Hongrois ne peuvent pas se contenter, et je m'excuse, avant même de citer, je me rallie surtout pas aux mots du journal. Alors, les Hongrois ne peuvent pas se contenter de l'idée que le premier prix a été accordé à un architecte roumain, même l'un des plus réputés. Or, lors du concours, il s'est avéré que les plans les plus modernes et les plus beaux ont été ceux des architectes roumains, et les plans présentés par les Hongrois étaient des monstruosités architectoniques d'où ressortaient les manques de goût et de sens esthétique de leurs auteurs. Je trouve un cas intéressant, surtout qu'en 1931, et étant donné le prix que le jury a accordé, il ne s'agit plus du style national cette fois-ci. Et ces informations sont dues à une thèse de doctorat qui a été soutenu l'année dernière à Cluj, justement. Et juste pour faire une blague, tous les Roumains qui sont présents ici viennent de Bucarest. Alors, bon. De l'autre côté, vers la fin des années 1930, toujours par des concours d'architecture, on attribue des contrats pour les projets d'un important nombre de sanatoriums distribués parmi plusieurs architectes de différentes origines, le cas notable de Viecelli, ici.
À la montagne ou à la mer, ces bâtiments proposent des architectures spécifiques ou au programme, plutôt détachées de leur contexte physique, aussi que culturel. Cependant, des architectures qui déclinent les thèmes de la santé physique, l'air, la lumière et le soleil dans un vocabulaire explicitement moderne. Pour plusieurs types de programmes, d'architecture, on peut parler d'une certaine colonisation des nouvelles régions qui suivent l'organisation administrative de l'État et de ses services publics. Dans ces situations, une importante influence est exercée par le centre politique du pays, aussi comme effet secondaire de l'organisation des services techniques des différentes institutions. Ainsi, embauchés par de tels services techniques, plusieurs architectes arrivent à faire des projets répandus dans la surface entière du pays, comme ces services étaient d'habitude localisés dans la capitale. La même centralisation des décisions politiques, économiques et administratives concernant l'architecture s'exerce forcément toujours depuis Bucarest. Un exemple parmi d'autres est celui de la relation de Ionesco avec la Caisse d'assurance sociale, témoignée par les édifices bâtis à Bucarest, à Brașov, à Cluj, à Timișoara, partout, Craiova. Quelques-uns sont des images que vous voyez. La même situation caractérise les réalisations d'un important nombre de bâtiments pédagogiques par le ministère de l'Instruction publique ou des bâtiments techniques de la Société des chemins de fer, mais aussi celle de la LARES, les lignes aériennes roumaines opérées par l'État, disons. Société pour laquelle le même architecte, Constantin Dragu, dessine un important nombre d'aérogares qui enfin, pour la plupart, se trouvent évidemment dans une géographie complètement différente, puisque le but, c'était d'arriver vite depuis Bucarest, surtout, là, aux destinations qui étaient les plus éloignées. Ça veut dire que là, vous voyez quelques exemples de Dobroja et à gauche celui de Cernăuți en Bucovine, tout au nord. Pour m'approcher à la fin, le territoire de la Dobruja mérite, je le crois, une attention particulière. Elle est une région peu urbanisée, à l'exception au temps dont on parle, à l'exception de quelques villages et de villes sur le littoral, parmi lesquelles Constanța se détache déjà à la fin du 19e nettement grâce au processus de l'industrialisation du port et les rapides développements économiques qui en suivent. Sur ces petites villes, ces quelques villages au bord de la mer, sur les ruines de l'Antiquité et du Moyen-Âge qu'on peut repérer, et sur son paysage aride, se fonde ainsi une relation culturelle et esthétique particulière d'une nouvelle clientèle aisée avec le littoral. Stimulant les fantaisies des clients et les architectes également, ce paysage commence à se transformer avec l'implantation des programmes de villégiature d'abord privés, envoûté par la poésie du lieu et les promesses de la mer, et aussi encouragé par la décision de la reine de faire bâtir dans le quadrilatère à Balcic son nid de cœur. Le développement engendre des résultats d'une cohérence insolite comme reflet commun des réactions esthétiques personnelles face à la beauté du paysage et à la mer, mais aussi basées sur des réflexions non explicitement avouées qui étaient dans la culture architecturale de l'époque. Ainsi, la Dobruja offre un vaste terrain d'expérimentation sur lequel s'exercent aussi des synthèses des deux principales directions stylistiques de l'entre-deux-guerres, le style national et le modernisme. Les architectes qui travaillent ici se montrent sensibles au charme de l'architecture des traditions locales, qu'ils découvrent comme différents par rapport aux constructions des autres régions. Leur caractère exotique entraîne une attraction irrépressible. D'une autre perspective, ils interprètent le patrimoine de l'espace, le bâti et le paysage par un filtre culturel qui met en évidence les relations avec la Méditerranée qu'ils connaissent comme référence culturelle, comme une des importantes sources de la poétique de l'architecture moderne, du modernisme. Ainsi, par leurs habitations de villégiature, projets publics, aménagement de l'espace et du paysage, clients et architectes, main en main, s'engagent dans un projet commun et cohérent de l'espace, au-delà des politiques du style. Cependant,
Si sensibles qu'ils fussent aux qualités esthétiques du contexte culturel ébadi, les architectes bucarestois qui construisent sur le littoral, à Eforie ou à Balchik, les établissements et les demeures d'une clientèle qui arrive aussi de la ville capitale sont étudiés dans ce cadre conceptuel qui les rattache à nouveau au centre. Ici, à nouveau, derrière les façades horizontales couvertes de tuiles, se cachent des promesses de nouvelles directions de recherche. Celles-ci peuvent se concentrer plus soigneusement sur la culture locale que la nouvelle architecture disloque ou peut-être continue, aussi bien qu'elles peuvent regarder de plus près et encadrer différemment l'inspiration que le patrimoine balkanique a représentée à travers les cultures voisines. Pour conclure, je reprendrai avec cette image que je trouve assez bien pour représenter les différents contrastes. Je reprendrai brièvement le sens principal de ce propos tel que je l'avais imaginé. Le paysage de l'architecture de l'entre-deux-guerres en Roumanie comprend plusieurs strates et dimensions. Si extraordinaires qu'elles puissent parfois l'être, les visages les plus connus et les plus étudiés de cette architecture, les visages que j'ai nommés des façades ou des faces, ne sont que l'épiphénomène d'une période caractérisée par une nouvelle condition géopolitique, dans un contexte social en cours de mutation et dans une situation économique dynamique et imprédictible. L'effervescence de l'architecture qui en résulte a produit un patrimoine complexe, divers, étendu, répandu, un patrimoine qui existe, qui subsiste encore et qui constitue le cadre de notre vie contemporaine, un patrimoine qui est loin d'être épuisé comme sujet de réflexion, et aussi un patrimoine partagé. Merci.